Je pense que la première question que se posent beaucoup de gens, c'est d'abord qu'est-ce qui a présidé à l'idée de faire exister un institut européen de l'expertise et de l'expert. Et voilà. Alors j'avais prévu de faire quelque chose d'un peu plus large, Ah, mais je vais vous répondre quand même directement pour que tout le monde le sache. Moi, je n'ai fait que transmettre. J'ai découvert, en arrivant à Versailles comme premier président, un bébé qui était encore vraiment au berceau, mais donc il existait déjà. Alors vraiment, je ne suis pas dans la pensée de mon prédécesseur, qui était M. Lamanda, qui est devenu ensuite premier président de la Cour de cassation, mais il a eu cette idée. Et j'ai porté donc jusqu'à l'âge de raison ce bébé qui venait de naître. Et voilà comment c'est parti de Versailles en petit comité avec des gens très motivés qui avaient, je crois, dès le départ une idée européenne et de l'harmonisation de l'expertise. Et à ce sujet, j'ai vu récemment, c'est un peu notre introduction, mais mon propos va peut-être recouper le vôtre, Monsieur le Président, même certainement. Et j'ai trouvé cette citation: l'Europe n'est pas un assemblage fortuit de peuples, mais un grand instrument harmonieux, une lyre dont chaque nationalité est une corde et représente un ton. Les nations dont on croyait supprimer l'existence ont fleuri, toujours vivantes, indestructibles. L'Europe entière n'étant qu'une personne, chacune de ces nations est une faculté, une puissance, une activité de cette personne. Alors ainsi s'exprimait le grand historien français Jules Michelet en 1831, auteur actuellement décrié d'un récit national marqué par le romantisme et le nationalisme. Alors maintenant, sur le plan interne, après 2 siècles après l'écriture de ce texte, le nationalisme, nous le voyons bien, prend à nouveau le pas sur le patriotisme malgré 3 guerres, dont 2 mondiales. Et l'Europe se trouve confrontée sur le plan externe à la naissance ou la reconnaissance de 3 empires qui visent à étendre économiquement, militairement et idéologiquement leur propre territoire ou leur propre idéologie, et ça aux dépens de l'Europe. Alors dans ce contexte qui peut finalement nous laisser espérer que la menace de ces 3 empires pousse à une réduction des nationalismes européens, en tout cas nous en protège, et surtout qu'elle nous prémunisse contre l'éclatement de l'Union européenne et la dénonciation de la Convention Europe des droits de l'homme, la réflexion et l'action menée par l'EIE depuis 20 ans, ça peut paraître très dérisoire. Rappelons cependant que l'EI œuvre bénévolement avec détermination à l'harmonisation des règles d'expertise et de la qualité des experts dans les différents pays d'Europe, et ça suivant son projet initial, et rappeler que ce faisant, l'Institut œuvre pour les juges au cœur de l'activité judiciaire, mission régalienne essentielle de l'État et de l'Europe en devenir. Plus fondamentalement, l'Institut, à son modeste niveau, constitue une contribution essentielle au renforcement du pilier de la démocratie et des valeurs qui mettent le citoyen au centre des institutions politiques et qui en font l'originalité de notre vieille Europe face aux nouveaux empires. Et ça, sans le soutien d'un quelconque ministre de la Justice, l'Institut défend dans l'Union européenne et au-delà des valeurs d'indépendance, d'accessibilité et d'efficacité de la justice. Il se fait parfois, sans le vouloir, le représentant de la société civile et accessoirement des experts judiciaires auprès des différentes institutions européennes, quitte à bousculer les institutions nationales pour renforcer les droits des ressortissants européens. Comment, en effet, peut-on encore admettre, 34 ans après le traité de l'Union, que dans un espace européen soumis au principe de libre circulation des marchandises et des personnes, les expertises diligentées au profit d'un citoyen européen hors de son pays d'origine soient soumises à des règles différentes de celles de son pays et ne soient surtout pas acceptées comme probantes par une juridiction d'un autre État que celui dans lequel cette expertise a été diligentée.
Au fil des ans, nous avons joué plusieurs registres, et vous nous l'avez rappelé, Monsieur le Président, la tenue de conférences de consensus, nous avons conçu des règles, ou tout au moins des bonnes pratiques qui visaient toutes les expertises européennes, mais aussi, pourquoi pas, une expertise européenne unique qui serait un instrument autonome de coopération. Nous avons parlé de la formation des experts, on y a contribué, de la gestion des expertises, d'évaluation des expertises dans les cadres des systèmes européens, la promotion d'associations d'experts, la diffusion d'outils permettant aux juges de choisir le bon expert dans un système donné. Et enfin, nous menons une réflexion sur l'utilisation de l'IA qui va vraisemblablement bouleverser le travail des juges et des experts, au point que déjà certains comptent sur le nombre de postes d'experts et de juges que l'on va pouvoir réduire sans même avoir eu le premier effet bénéfique concret de l'IA. Donc, après 20 ans, nous constatons que la tâche était immense et elle a été surtout beaucoup plus difficile, et elle est beaucoup plus difficile que nous ne l'avions envisagé. Cependant, je crois que nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli. D'une part, nous avons sensibilisé les institutions européennes au problème de la qualité de l'expertise dans les différents pays d'Europe. Nous avons acquis une reconnaissance auprès de ces institutions et nous avons poussé certains pays à remédier à certaines lacunes de leur système. Certes, nous avons connu quelques échecs et pour moi, l'un des plus importants, c'est notre absence d'influence dans les pays du Nord. Nous pouvons néanmoins être fiers de ce que notre génération a accompli avec de très faibles moyens. Et pour reprendre la citation de Michelet que j'indiquais à mes débuts, nous avons tracé les lignes d'une partition et une partie du système de notes. Il reste à nos successeurs la lourde tâche d'écrire la musique qui peut être jouée sur des tons différents dans les différents pays d'Europe, mais en souhaitant que tous reconnaissent et se reconnaissent dans l'hymne à la joie. Voilà ce que j'entendais vous dire ce matin, par-delà la naissance de ce formidable outil qu'a été l'Institut, outil il n'y a de richesse que d'hommes, et qui m'a permis, entre autres, et tous les participants, de nouer des liens intellectuels et qui sont devenus, au fil du temps, de véritables liens d'amitié. Et ça, je crois que ça a été le plus beau apport de l'Institut, sachant que pour les juges, je l'ai dit à de nombreuses reprises, l'expertise est pour le juge une fenêtre ouverte sur le monde qui l'entoure. Et ça, vous nous apportez, vous experts, je m'adresse aux experts, même si je considère que l'Institut est centré sur le juge, et tout en étant centré sur le juge et les experts. Et je pense que nous avons fait là une œuvre qui sera certainement reprise, et il est indispensable pour la réussite des 20 ans futurs qu'il y ait cette étroite collaboration entre les experts et les juges. En tout cas, un grand merci à vous tous. Et voilà. Je suis heureux de vous revoir de temps en temps. Merci, Monsieur le Premier Président. Pas d'honoraire. Le plus beau poste de la magistrature, l'honorariat. Pas d'honoraire entre nous, nous respectons l'indépendance financière. Voilà. Donc Alain Nuet a beau être honoraire, je pense que son cerveau fonctionne d'une manière brillante, et je pense que sans lui, l'Institut ne serait jamais devenu ce qu'il est aujourd'hui. Merci, en tout cas, Alain. Alors, je vais peut-être brièvement passer la parole à tes deux voisins, s'ils veulent bien, puisque ils sont quand même des témoins de ce qui s'est passé. Ils étaient en coulisses pendant les 20 ans. Philippe, si tu devais dire quelques mots de l'Institut, de son contexte de création. Je vais vous parler 2 minutes, puisque c'est le temps qu'on m'a imparti, Toi, tu vas le respecter. De l'accouchement de l'Institut dans les tout premiers jours, avant qu'Alain ne l'identifie.
Juste à titre anecdotique, il faut se souvenir que c'est M. Lamanda, donc, qui était à l'époque premier président de la Cour d'appel de Versailles, et Jean-Raymond Lemaire qui ont conçu l'idée de travailler sur les experts et l'expertise en Europe. Et les consignes de M. Lamanda, je vais y arriver, les consignes étaient relativement claires mais succinctes. Et je dois rappeler un souvenir, Jean-Raymond s'en souvient évidemment, les premiers débats que nous avons eus ensemble, tout à fait à l'origine, se sont passés dans un garage souterrain d'une villa de vacances dans le centre de la France, où on a passé des heures à déblatérer de ce que pouvait être en termes de structure, d'objectifs, de prudence, cet institut. La deuxième étape, ça a été initié donc avec la Compagnie des experts de Versailles et une partie de ses moyens, notamment Jacques Levin, dont je cite le nom pour mémoire, mais qui a été aussi très contributeur de l'origine de l'Institut. Autre phénomène que je rappellerai, là encore Jean-Raymond doit s'en souvenir, il faut savoir que lorsque la Commission européenne finance des partenaires, les 10 partenaires doivent apporter le financement de 40%. C'est les chiffres qui nous étaient imposés. Et le premier projet devait faire l'objet d'une caution, une garantie à première demande de remboursement de l'apport de la Commission européenne à l'Institut. Et le montant à garantir était de 140 000 € alors qu'on n'avait pas le moindre sou. Ça a été un des obstacles et de difficultés majeures des premiers jours, enfin des premiers mois du projet, c'était de trouver cette garantie. Nous y sommes parvenus. On a obtenu d'un grand groupe d'assurance international, on a obtenu un engagement formel de régler à première demande la caution de 140 000 €. Ça a permis de démarrer le premier projet de l'Institut. Voilà, c'est juste des souvenirs anecdotiques. Et tout ça, ça remonte à plus de 20 ans, bien sûr. Et aujourd'hui, où je quitte la structure de façon opérationnelle, mais je vais quand même rester en contact, ça me fait un petit peu drôle de voir le temps qui passe. Merci. Jacques, tu veux dire quelques mots? Donc Jacques a été notre trésorier pendant 11 ans, à travers tout ce qu'on peut connaître dans une association qui gère des projets européens et qui boxe un peu au-dessus de sa catégorie sur le plan financier. Eh bien, j'ai été adhérent de cette association depuis l'origine. J'ai été peut-être les premiers temps un adhérent dormant. Et puis Jean-Raymond est venu me chercher un jour pour me demander si je voulais prendre la place de trésorier, compte tenu que le trésorier en poste avait certaines difficultés personnelles pour se maintenir dans cette mission. Donc il m'a traîné chez mon confrère qui était dans le quartier Saint-Lazare à Paris. On a récupéré des bonnes pochettes de documents papier à l'époque, principalement. Et c'est comme ça que ça a démarré. J'ai reconstitué la comptabilité de l'exercice qui venait de s'écouler, de façon à avoir un bilan d'ouverture. Et puis tout s'est enchaîné. On a structuré la comptabilité générale en comptabilité analytique. On a structuré la documentation des pièces comptables toutes sur fichier, de façon à ce que si, quel que soit le moment, j'ai soit une défaillance, soit une impossibilité, que sur un seul disque dur, disons, ou sur une clé USB, on trouve tout, à la fois la comptabilité analytique et toutes les pièces qui ont été scannées et rattachées à cette comptabilité. C'est donc ça que j'ai transmis à mon confrère Ferrand lorsque j'ai pas demandé le renouvellement de mon poste de trésorier il y a 2 ans.
Donc je pense que ce système a permis d'abord d'avoir une lecture quasiment permanente de la situation financière de l'Institut, et donc de faire aussi les tâches les plus délicates que j'avais dans ce cadre-là. C'était tout bêtement de relancer les notes de frais des participants aux différentes réunions de travail. C'était un petit peu gênant vis-à-vis de vouloir faire une image périodique, mais on y est arrivé, et quand j'ai retransmis le bébé, maintenant majeur, à mon confrère Ferrand, eh bien, je pense qu'avec le confrère externe que je vous ai recommandé, tout a bien marché, puisqu'on a eu ici un bilan satisfaisant. Voilà. Merci Jacques. On ne dira jamais assez que ce qui se passe en coulisses sur le plan financier dans des associations comme ceci, c'est un travail ingrat mais absolument indispensable, parce que quand on gère des finances européennes, on doit vraiment rendre compte de chaque centime, et il faut bien que quelqu'un le fasse en coulisses. Jean-Raymond, si tu voulais bien... Mais il n'y a pas 3 mots, hein, donc il y a 3 minutes, parce qu'il faudrait... Bon, je vais le faire d'ici, on va gagner du temps. Oui. Je voudrais, moi, dire quelque chose, que tout le monde comprenne quelque chose. On est un think tank à la base sur l'expertise judiciaire, et on est la bonne formation pour travailler avec la CEPEJ, parce qu'on amène des compétences de différents domaines, des experts, des magistrats qui travaillent avec les experts, des magistrats, donc juges et procureurs, des avocats qui subissent les experts, enfin c'est ce qu'ils disent. Et pour travailler avec la CEPEJ, c'est vraiment très très bien. Aujourd'hui, on a bien travaillé avec la Commission européenne. La Commission européenne a un peu changé de cette méthode, j'en ai parlé tout à l'heure très rapidement, il y a une dizaine d'années. Elle est en train de revenir sur ça. Honnêtement, pour les experts judiciaires, et là je ne parle pas de l'Institut, je ne parle pas du think tank, il est impératif que les experts judiciaires soient représentés à Bruxelles, à la Commission européenne. Sinon, cette activité ne sera jamais prise en compte au niveau européen. Certes, il continuera à y avoir des expertises judiciaires dans les pays. Un jour ou l'autre, quelqu'un décidera quelque chose et ça se fera. Ça serait quand même beaucoup mieux que les gens qui sont aujourd'hui en charge de l'expertise judiciaire en Europe se fassent représenter à Bruxelles. C'est indispensable. Et on n'y arrivera pas. Et on voit bien les discussions qu'on a aujourd'hui, nous, avec la Commission européenne. On ne peut pas avoir eu des projets, puis d'un seul coup, quand on vient avec un outil un peu structurant, notre projet n'est pas financé. C'est très étonnant. En fait, notre outil qui était d'être un outil pour former, pour pousser un peu vers la convergence, c'est pas passé. Aujourd'hui, il faut que les experts judiciaires se prennent en main. On a essayé avec une association de droit luxembourgeois qui représente un certain nombre d'associations européennes. Ils n'ont pas les ressources pour le faire, ils n'y arrivent pas. Aujourd'hui, vraiment, je ne vois pas d'autre solution que celle-ci. Il faut que des gens représentent l'expertise judiciaire en Europe, à Bruxelles. Alors pour l'Union européenne. Pour la CEPEJ, le prêt de la salle montre que c'est plus la peine. On est vraiment chez eux depuis 15 ans, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci vraiment. Je pense que si je devais résumer en une ligne ce que tu dis, si beaucoup au niveau local se disent qu'ils n'ont pas besoin de l'Europe et qu'il n'y a pas besoin d'y passer du temps, mais c'est vrai que quand on côtoie les gens de la Commission européenne, on se dit que si on ne s'occupe pas nous-mêmes de l'Europe, l'Europe va s'occuper de nous. Et ce n'est pas nécessairement la meilleure partie de l'Europe qui va s'occuper de nous. Donc vraiment,
il faut participer à toute cette vie européenne et essayer, dans l'intérêt de tous, et je pense que ce qui caractérise l'Institut comme centre de réflexion, c'est qu'on essaye de se préoccuper du bien commun, ce qui est certainement le cas dans leur esprit des fonctionnaires européens, mais ils ne peuvent pas le faire sans l'aide de gens de terrain, tous les gens de terrain, les juges, les universitaires, les avocats et les experts. Alors j'ai consulté Perplexity, puisqu'on est dans l'intelligence artificielle, parce que je me dis, on doit clôturer dans 3 minutes, et comment raccourcir la réunion. Et je voulais la réponse de Perplexity. Vous pouvez consulter Claude ou ChatGPT, on fera ça cet après-midi. Mais en tout cas, il m'a dit, si tu veux terminer dans 3 minutes, une seule solution, il faut couper toutes les interventions, sauf deux, elle n'a pas lu Perplexity, celle de Nathalie et celle de Martine Hotter. Voilà. Alors on va aller vite. Hein. L'intervention rapide sur l'histoire de la communication. Donc il y a dans l'Union européenne 27-28 pays, 24 langues officielles, encore plus dans le Conseil de l'Europe. Donc pour rendre visible l'Institut, donc le numérique, on vous l'a déjà dit, s'est imposé. Robert Payot avec Jennifer Boireau qui est ici a lancé les premières newsletters dès le départ en fait. Il y a eu un premier site web en 2011. On a essayé de faire un site web au départ en 5 langues. C'était complètement fou. L'allemand, l'italien, l'espagnol, l'anglais, le français, c'était délirant parce qu'il n'y avait en plus pas d'outils de traduction sympa à l'époque, donc ça ne marchait pas 5 langues. On est revenu en 2018 à l'anglais, au français, qui fonctionne toujours. Dès le départ, on a communiqué numérique. Alors, il faut aussi noter les productions de documents, le guide des bonnes pratiques. Je vais passer la parole à Nathalie parce que 3 minutes, ça va être dur. Hein. Vas-y, Nathalie. Allons-y. Alors, donc, juste, je voulais saluer aujourd'hui un rouage crucial de l'EI, qui est le poste administratif. C'est un tout petit poste à l'EI, puisqu'à chaque fois, il y a eu une seule secrétaire. Il y a eu aussi des assistantes de projet. Donc aujourd'hui, elles nous font le plaisir d'être là dans la salle. Comme a dit Alain Nuet, l'EI a commencé tout petit, avec quasiment peu de moyens, mais elles n'ont jamais cessé d'œuvrer comme des petites fourmis ouvrières derrière leur poste, parfois en salarié, parfois en bénévolat, parce que l'enjeu était excessivement pertinent, mais pas seulement, exaltant, je dirais. Donc on a suivi la marche. On est sorties vivantes, donc on est des survivantes, mais en tout cas je tenais aujourd'hui à les saluer, à les nommer. Donc on a eu Madame Cerisier, on a eu Jennifer Duros, on a eu Alix Loubert, on a eu un homme aussi, Paul-Louis Eslot, on a eu en assistante de projet Maya El Alaoui, et on a eu la dernière assistante de projet qui est là tout au fond et qui est aujourd'hui avocate, Aurélie Dardenne. Donc oui. Et Alix Loubert, c'est vrai, et Alix Loubert. Donc, elles ne sont pas toutes là, il n'est pas là non plus. Mais en tout cas, j'aimerais aujourd'hui, rien que pour le plaisir, que vous les applaudissiez parce qu'elles ont fait un travail extraordinaire.